Une carcasse de pierre grise étouffée par les lianes et l'oubli. Briarcliff. Ce n'est pas simplement une demeure, c'est un cadavre architectural de 42 acres dissimulé sous la canopée oppressante de Géorgie. Ici, le silence n'est pas une absence de bruit. C'est une présence lourde, saturée par le souvenir de fêtes qui tournaient au délire et de cris étouffés par le luxe. Dans les jardins en friche, là où la mousse dévore les sentiers autrefois impeccables, on croit encore entendre le barrissement spectral des éléphants. Ils s'appelaient Coca et Cola. Des bêtes de foire pour amuser une dynastie qui ne savait plus quoi inventer pour tromper l'ennui de sa propre démesure. Derrière les colonnes géorgiennes qui s'élancent vers un ciel de plomb, les murs transpirent le remords d'un héritier que l'argent ne pouvait plus sauver. Ceci n'est pas le récit aseptisé que la multinationale dépose dans les manuels d'histoire. C'est l'autopsie d'un empire bâti sur un liquide sirupeux, sombre comme l'obsession. C'est l'histoire de Buddy, le fils maudit, celui qui a transformé un domaine de rêve en un monument à la tragédie humaine. Avant de pénétrer dans les couloirs obscurs de Briarcliff et de comprendre pourquoi cette lignée a fini par s'effondrer sous le poids de son or, rejoignez notre cercle d'initiés. Votre attention est le prix de la vérité. Car pour saisir l'horreur de la chute, il faut d'abord contempler l'arrogance de l'ascension. Tout commence dans la poussière rouge de Villarica, en 1851. Asa Griggs-Candler n'est alors qu'un enfant de marchand, mais son sang bouillonne déjà d'une ambition féroce que la piété méthodiste peine à contenir. Il grandit entre les champs de coton et les prêches enflammées, apprenant très tôt que le salut de l'âme passe par la discipline de fer, mais que le salut du nom passe par le profit. En 1873, il débarque à Atlanta avec pour seul bagage ses rêves de pharmacopée. La ville est une plaie béante, une cité qui tente de panser ses plaies après la guerre civile. Candler s'installe, vend des remèdes miracles, des onguents de charlatans et des potions brevetées. Il construit sa respectabilité dollar après dollar, patient, prédateur. Puis vient l'année 1888. Une année de bascule. John Steed Pemberton, un pharmacien brisé, morphinomane et hanté par ses échecs, rampe quasiment vers Candler. Il possède une formule. Un tonique carbonaté, sucré, dopé à la cocaïne et à la noix de cola. C'est la boisson du futur, mais Pemberton meurt à petit feu. Candler sent l'odeur du sang et de l'opportunité. Pour la somme dérisoire, presque insultante, de 2300 $, il arrache la formule des mains d'un mourant. Il ne vient pas d'acheter une boisson, il vient de braquer l'histoire. Ce liquide brun n'est pas de la médecine pour Candler, c'est de la magie noire industrielle. Il transforme le marketing en une religion radicale. Il sature l'espace. Le nom Coca-Cola s'incruste partout, sur les horloges, les calendriers, les éventails des églises. Ses colporteurs ne vendent pas, ils évangélisent. En 7 ans, le breuvage est partout. Candler est devenu une puissance occulte. Il bâtit le Candler Building, un monolithe de 17 étages qui écrase Atlanta de sa superbe. Il assèche les marécages de Druid Hills pour créer le quartier des privilégiés, transformant la boue en jardin d'Éden pour les nantis du Sud. Il finance des universités, achète sa place au paradis par des dons de millions et finit par s'emparer de la mairie d'Atlanta en 1916. Un roi sans couronne. Mais dans l'ombre de ce patriarche monolithique, une faille se creuse. Elle porte un nom, Asa Griggs-Candler Jr., le fils, le double, le fardeau. Né en 1880, celui que tout le monde surnomme Buddy est l'antithèse de la rigidité paternelle. Tandis que son frère aîné Howard rampe devant les attentes de la famille, Buddy explose. Il est l'enfant sauvage, celui qui ne tient pas en place sur les bancs de l'église, celui dont les yeux trahissent déjà une instabilité que la science de l'époque ne sait nommer. On murmure aujourd'hui qu'il souffrait de troubles de l'attention sévères, mais en 1888, pour un puritain comme Asa Senior, Buddy n'est qu'une erreur de fabrication. La même année où le père achète l'élixir qui fera leur fortune, il décide de se débarrasser du fils. Buddy n'a que 8 ans lorsqu'il est banni de la demeure familiale pour être envoyé à Cartersville, à 50 miles de là, sous la garde d'une tante. Un exil précoce qui va forger chez l'enfant une haine sourde et un besoin maladif de surpasser le géant qui lui sert de géniteur. L'argent commençait à couler à flot, mais l'amour, lui, était rationné comme en temps de guerre. Buddy grandissait avec une certitude.
pour exister, il lui faudrait bâtir quelque chose de plus grand, de plus fou et de plus terrifiant que l'empire de son père. Ce qu'il ignorait, c'est que les fondations de son futur palais seraient trempées dans le sang et la folie. Car dans le silence de son école de campagne, le jeune héritier commençait déjà à collectionner des secrets que même les dollars du Coca-Cola ne pourraient jamais étouffer. Aurait-il pu imaginer que ce bannissement serait le premier acte d'une descente aux enfers qui marquerait Atlanta à jamais ? L'humiliation fut le premier architecte de sa vie d'adulte. Pour comprendre à quel point le patriarche Candler était désespéré, il suffit de regarder où il envoya son fils turbulent, une école de jeunes filles. Imaginez l'héritier du nom le plus puissant du Sud coincé entre les dentelles, les rubans et les bonnes manières de Cartersville. Sa tante et son oncle tentèrent de polir ce diamant brut, de redresser une âme qui préférait déjà le chaos à la prière. Mais Buddy restait Buddy. Il possédait ce charme vénéneux des hommes qui n'écoutent rien. Une énergie débordante que les murs d'une salle de classe ne pouvaient contenir. Lorsqu'il intégra enfin l'université d'Emory, suivant les traces d'un frère aîné bien trop parfait, le contraste fut brutal. Dans les couloirs, il croisait Alben Barclay, le futur vice-président des États-Unis, qui dévorait les livres de droit. Buddy, lui, dévorait les gazettes mécaniques. Le monde changeait. L'odeur du crottin de cheval laissait place à celle, enivrante et grasse, de l'essence. Les voitures étaient sa seule véritable église. Elles promettaient la vitesse, la fuite et surtout une liberté que l'argent de son père ne pouvait pas encore lui acheter. Sentant le contrôle lui échapper, Asa Senior tenta une manœuvre désespérée. Il envoya son fils vers l'ouest sauvage pour superviser les usines d'embouteillage. Il espérait que la poussière et les responsabilités forgèrent un homme. Il se trompait. Buddy ne travaillait que par éclairs, quand une idée capturait son imagination errante. Il n'était pas un bâtisseur d'empire, c'était un consommateur de sensations. Pourtant, en 1905, le destin sembla lui offrir une ancre. Il épousa Helen McGill. Elle était le joyau de la couronne d'Atlanta, la fille d'un magnat de la presse, une femme dont l'élégance et la culture faisaient l'admiration de la haute société. Hélène fréquentait les clubs les plus sélects, arborait les parures les plus fines et semblait capable de domestiquer l'imprévisible Buddy. Pendant quelques années, la façade fut parfaite. Les journaux célébraient ce couple solaire. Mais le vernis craqua de la manière la plus atroce qui soit. La mort ne respecte pas les comptes en banque, et lorsque leur fils nouveau-né s'éteignit, quelque chose en Buddy se brisa définitivement. Ce ne fut pas une tristesse silencieuse. Ce fut une explosion maniaque. Pour ne pas entendre le silence du berceau vide, il se jeta dans le travail comme on se jette dans un brasier, multipliant les projets absurdes, cherchant dans la vitesse un remède à son agonie intérieure. C'est dans ce délire de deuil qu'est né l'Atlanta Speedway en 1909. Buddy devint obsédé par l'idée de construire la piste de course la plus rapide du Sud. Pendant 2 ans, Atlanta devint l'épicentre du danger et de la célébrité. Les pilotes les plus fous débarquèrent en ville et Buddy lui-même s'installait derrière le volant, frôlant la mort pour se sentir vivant. Mais l'adrénaline ne paie pas les factures. Le circuit était un gouffre financier. En 1911, les portes se fermèrent sur un échec cuisant. Pourtant, par une ironie dont seule l'histoire a le secret, ce caprice de milliardaire devint Candler Field, le terrain qui allait muter pour devenir l'aéroport Hartsfield-Jackson, le plus fréquenté au monde. Buddy venait de créer un géant mondial par pur accident, tout en perdant sa propre fortune. Il se replia alors sur 42 acres de terre au nord de la propriété de son frère, un lieu nommé Briarcliff. Là, il joua au fermier avec une démesure qui frisait la folie. Ces vaches ne vivaient pas dans des étables, elles vivaient dans des palais technologiques. Il installa des lumières électriques, des ventilateurs pour rafraîchir le bétail et des abreuvoirs individuels pour chaque bête. On louait la propreté clinique de son lait, fourni aux armées pendant la Grande Guerre. Mais la terre et les vaches n'étaient qu'une distraction. Buddy regardait ses frères bâtir des manoirs de pierre, il voyait la fortune de son père atteindre des sommets indécents et une vision obscure commença à germer sous son crâne. Il ne voulait plus d'une ferme, il voulait un temple à sa propre gloire. L'année 1916 fut l'année du grand partage. Asa Senior, élu maire, décida de se laver les mains de son empire pour éviter les scandales de corruption. Il distribua ses parts de Coca-Cola à ses 5 enfants. Ce fut un festin de millions. Mais pour Buddy, le cadeau avait un goût de cendre.
Son père, rancunier et méthodique, déduisit chaque centime de ses dettes passées de sa part d'héritage. 100 000 $ furent retirés de son total, une gifle publique infligée par un père qui ne lui faisait plus confiance. Buddy était riche, certes, mais il était le moins riche de la lignée, une humiliation gravée dans le marbre comptable. 3 ans plus tard, en 1919, les enfants Candler allaient commettre l'irréparable. Réunis dans le secret des bureaux d'Atlanta, ils s'apprêtaient à prendre une décision qui allait terrasser leur père et changer le cours de l'histoire industrielle américaine. Ce qu'ils allèrent signer ce jour-là n'était pas seulement un contrat, c'était la trahison finale, celle qui allait donner à Buddy les moyens de transformer Briarcliff en un enfer doré. Le parricide symbolique fut signé d'un trait de plume en 1919. Pour 25 millions de $, une somme qui aujourd'hui ferait trembler les marchés avec ses 300 millions de $ de pouvoir d'achat, les enfants Candler bradèrent l'âme de leur père. Ernest Woodruff et son consortium d'investisseurs venaient de dévorer le joyau familial. On raconte que le vieux patriarche, Asa Senior, fut terrassé par cette trahison, ses propres fils liquidant l'empire qu'il avait extrait du néant. Mais pour Buddy, cet argent n'était pas un héritage, c'était une munition. Il possédait enfin les moyens de sa vengeance psychologique. Le fils turbulent, l'exilé de l'école de filles, le raté des circuits automobiles, était désormais l'un des hommes les plus liquides d'Amérique. La raison désertait définitivement son esprit pour laisser place à une fièvre bâtisseuse qui allait accoucher d'un monstre de pierre. Il jeta son dévolu sur la modeste ferme de Briarcliff. Ce qu'il projetait de construire n'était pas une demeure familiale, c'était un défi architectural lancé à la face de son frère Charles et de son père. Il engagea l'architecte G.L. Fraser avec une consigne simple, l'excès. Quand les portes de Briarcliff s'ouvrirent en 1922, ce n'était plus une ferme. C'était une cité interdite de 40 pièces, un dédale de 7 chambres et 10 salles de bain, où le marbre et l'or servaient de papier peint. Les journaux de l'époque s'étouffèrent de stupeur. Rien que pour le travail des carrelages, Buddy avait jeté 30 000 $ par les fenêtres. Chaque chambre devait posséder sa cheminée de marbre sculptée, chaque plafond devait être un chef-d'œuvre de moulures et d'artisans. Au 3e étage, la salle de bal avec ses plafonds de 14 pieds recouverts de feuilles d'or n'attendait que le fracas des orchestres pour couvrir le bruit de la solitude des Candler. Avant que nous n'explorions les profondeurs de la salle de musique où Buddy tentait de convoquer les dieux, posez votre pierre à l'édifice de cette enquête. Un like, un abonnement et vous ferez partie de ceux qui refusent d'oublier ce que l'excès peut détruire. Rejoignez-nous avant que le rideau ne tombe sur le dernier acte de cette dynastie. Mais le luxe domestique ne suffisait plus à étancher sa soif de reconnaissance. En 1925, Buddy ordonna une extension qui allait devenir le cœur battant de sa folie, Dougherty Hall. Une salle de musique monumentale haute de 3 étages, gainée de chênes sculptés et couronnée d'un plafond voûté de style Tudor. Au fond de cette nef païenne trônait une cheminée de calcaire de 9 pieds, mais ce n'était qu'un détail face à l'instrument qui allait devenir son obsession. Un orgue éoliane colossal, 94 000 $. C'était plus qu'une fortune, c'était le prix de plusieurs manoirs. Avec ses 88 rangs et ses 187 registres, c'était le plus grand orgue privé de toute la Géorgie. Son père en avait un, son frère Charles aussi. Mais celui de Buddy était plus gros, plus puissant, plus assourdissant. Il faisait vibrer les fondations de la maison, diffusant ses notes mélancoliques jusque sur les ondes de la station de radio d'OSB, comme pour hurler au monde entier que le fils maudit était enfin le maître du silence. Briarcliff, que la presse rebaptisa bientôt les 40 acres, devint un écosystème de l'absurde. Buddy fit construire des appartements pour ses légions de serviteurs, un garage aux allures de palais pour ses voitures, des cours de tennis et un terrain de golf dont le vert parfait semblait insulter la nature environnante. Les jardins en terrasse se peuplèrent de statues importées et de plantes exotiques arrachées à leur jungle lointaine. C'était un Éden artificiel, mais il manquait encore une étincelle de vie sauvage à ce décor de théâtre. C'est alors que Buddy décida de transformer son jardin en une arche de Noé cauchemardesque. Il profita sans doute des déboires d'un cirque européen pour racheter une collection d'animaux dont la présence en Géorgie tenait du mirage. Le voisinage pétrifié vit débarquer 4 éléphants. Buddy, dans un accès d'humour noir ou de cynisme commercial, les baptisa Coca, Cola, Refreshing et Delicious.
Dans des cages dorées, un tigre du Bengale tournait en rond à côté d'un léopard noir, tandis que des lions et des gorilles observèrent les invités de la haute société d'Atlanta avec des yeux chargés de haine. Parmi cette ménagerie, un babouin particulièrement nerveux commençait à attirer l'attention. Buddy l'ignorait, mais cet animal allait devenir l'instrument d'un scandale qui déchirerait le voile de respectabilité des Candler. Car si l'on peut acheter le silence des hommes avec des millions, on ne dompte jamais vraiment les bêtes que l'on enferme pour son propre plaisir. L'incident qui allait se produire n'était pas seulement une erreur de sécurité. C'était le signe avant-coureur que le sang allait bientôt tacher le marbre de Briarcliff. Savez-vous quel acte irréparable ce babouin allait commettre, scellant ainsi le destin de la ménagerie et la réputation de Buddy ? En 1935, le vernis de Briarcliff se fissura sous les crocs de la sauvagerie. Un babouin, rendu fou par l'enfermement dans cette prison dorée, parvint à s'échapper de son enclos. Il ne chercha pas la forêt, mais la propriété voisine, où il tomba sur une femme dont le seul crime était d'être là. L'attaque fut d'une brutalité absurde. Le singe la mordit avant de s'emparer de son sac à main. Dans un geste qui fit le délice des gazettes locales et l'horreur des tribunaux, l'animal dévora 60 $ en liquide sous les yeux terrifiés de sa victime. La sentence tomba comme un coup près. 10 000 $ de dommages et intérêts. Une fortune de 225 000 $ actuels pour un caprice animalier. Les voisins, excédés par les effluves de fumier et les hurlements nocturnes qui souillaient l'air pur de Druid Hills, obtinrent enfin gain de cause. Buddy fut contraint de liquider sa ménagerie. Ses éléphants, ses tigres et ses primates furent déportés vers le zoo de Grand Park, devenant les fondations involontaires de l'actuel zoo d'Atlanta. Mais ce départ ne ramena pas le calme. Il ne fit que laisser plus de place au tumulte des hommes. Car avant que les ténèbres ne dévorent le domaine, Briarcliff était le centre brûlant du cosmos social d'Atlanta. Buddy et Helen y orchestrèrent des bacchanales qui défiaient la morale puritaine du Sud. Les politiciens venaient y mendier l'influence des journaux que Buddy savait manipuler, les célébrités y cherchaient un éclat de scandale et les artistes se perdaient dans ce décor de théâtre permanent. Les observateurs de l'époque ne s'y tromperont pas, Buddy Candler était la version réelle, charnelle et dérangée de Jay Gatsby. Comme le héros de Fitzgerald, il était ce nouvel argent désespéré, bâtissant un monument à sa propre vanité pour combler un vide que personne ne pouvait voir. Son propre fils, John, avouera plus tard avoir vécu ces années comme une illusion permanente, une fête sans fin où le champagne masquait l'odeur de la poussière. Tout ce pain d'or, toutes ces bulles, n'étaient qu'une armure contre une perte imminente que même l'empire Coca-Cola ne pouvait racheter. Le palais était achevé. Les éléphants n'étaient plus qu'un souvenir, mais une ombre bien plus froide s'invita à la table des Candler. En janvier 1927, Hélène, l'élégante, la boussole de cette demeure, s'éteignit à seulement 40 ans. Le silence qui s'abattit sur Briarcliff fut plus lourd que le rugissement des lions. Buddy, l'homme qui ne supportait pas l'immobilité, se retrouva seul face à ses 40 pièces vides. Pour ne pas sombrer, il se tourna vers une nouvelle drogue, l'occulte. Il devint obsédé par la magie, par l'idée que la réalité n'est qu'une construction que l'on peut manipuler. C'est à cette époque qu'il fit entrer dans son sanctuaire un jeune illusionniste philippin. Un homme capable de faire disparaître des objets, mais dont le véritable talent allait bientôt prendre une tournure macabre. Avant de découvrir comment ce magicien transforma le manoir en un théâtre d'ombres mortelles, rejoignez notre quête de vérité. Votre soutien est le seul rempart contre l'oubli de ces tragédies. Hélène fut conduite à sa dernière demeure au cimetière de Westview sous les éloges d'un oncle évêque et les larmes de crocodile de la haute société. Buddy, avec cette obsession maladive du détail qui le caractérisait, passa des années à dessiner le mausolée de sa femme, peaufinant l'emplacement de chaque arbuste comme s'il pouvait emprisonner son souvenir dans le paysage. Mais la décence n'était pas son fort. 9 mois seulement après l'enterrement, alors que les fleurs sur la tombe d'Hélène n'avaient pas encore fini de faner, Buddy scandalisa Atlanta en se remariant. L'élu était Florence Adeline Stevenson, sa secrétaire depuis 9 ans. Le scandale fut immense. Les murmures empoisonnèrent les salons de thé, mais Buddy n'en avait cure. Il s'enfonçait déjà dans un monde de miroirs et de faux-semblants. Florence à ses côtés, il commença à inviter les forces de l'invisible à Briarcliff. Il ne voulait plus seulement posséder la terre et les bêtes, il voulait posséder l'inexplicable. Sa fascination pour l'illusion devint une quête mystique. Dans les couloirs de la demeure,
Entre les panneaux de chêne et les tuyaux de l'orgue monumental, on commençait à murmurer que certaines choses ne revenaient jamais après avoir disparu lors des séances privées de son nouvel protégé. Le palais du sucre était devenu une cage pour l'esprit, un lieu où la limite entre le divertissement et la folie s'évaporait chaque jour un peu plus. Mais quel était le véritable prix à payer pour les secrets que l'illusionniste philippin partageait avec l'héritier? Et si la magie n'était que le prélude à une disparition que même les millions de Coca-Cola ne pourraient jamais expliquer? Au sommet de la demeure, sous les combles de Briarcliff, le silence avait une texture différente. C'était le silence des objets qui attendent d'être manipulés. À la fin des années 20, l'obsession de Buddy Candler pour le tangible s'était évaporée pour laisser place à une quête de l'impossible. Il ne collectionnait plus des animaux ou des voitures, il accumulait des mensonges mécaniques. Le 3e étage était devenu une morgue pour l'illusion, encombrée de ce qui était alors la plus vaste collection privée d'appareils de magie au monde. Des boîtes à double fond, des cabinets de disparition, des accessoires de scène d'une complexité effrayante saturaient l'espace. Pour l'héritier de l'empire Coca-Cola, la magie n'était pas un passe-temps, c'était une tentative désespérée de contrôler une réalité qui lui échappait sans cesse. Lors d'un voyage aux Philippines, Buddy crut avoir trouvé la clé de ce monde occulte en la personne de José Cruz. Le jeune homme était bien plus qu'un magicien talentueux. Il possédait ce magnétisme affamé de ceux qui n'ont rien et qui voient dans l'ennui des riches une porte ouverte vers la fortune. Buddy, fasciné par l'adresse de Cruz, lui fit une proposition que l'on ne refuse pas. Quitter ses îles pour s'installer à Briarcliff, endosser la livrée de majordome le jour et devenir son mentor personnel en sorcellerie la nuit. En avril 1925, Cruz débarquait à San Francisco avec son frère cadet, Philimon. Il ne savait pas encore qu'il venait de signer pour une place au premier rang d'une tragédie dont le dénouement ne pourrait être escamoté. Pendant des années, Cruz fut l'ombre de Buddy. Il habitait un appartement au-dessus du garage, là même où les moteurs des voitures de luxe ronronnaient comme des fauves en cage. Sous sa direction, le salon de bal du 3e étage fut métamorphosé en un théâtre privé, digne des plus grandes scènes de Broadway. Des portes secrètes furent percées dans les murs recouverts de feuilles d'or, des trappes furent installées dans les parquets cirés. Buddy utilisait son avion privé pour faire venir les plus grands noms de l'époque, comme Harry Blackstone. Il se vantait même de l'amitié d'Harry Houdini, dont le quartier général se trouvait dans le Candler Building à New York. À Briarcliff, la frontière entre le spectacle et la vie réelle devint poreuse. Les soirées de magie devinrent le rendez-vous incontournable de l'élite d'Atlanta. On y venait pour voir l'impossible, mais aussi pour savourer le spectacle d'un homme qui jetait son argent par les fenêtres avec une élégance brutale. Tandis que les verres de cristal se remplissaient de champagne et de soda, la lumière des lustres massifs jouait sur les visages de politiciens et d'artistes hypnotisés. Au centre de cette nef dorée, José Cruz officiait. Il faisait disparaître des objets précieux, lisait dans les pensées des plus sceptiques et s'extrayait de coffres cadenassés sous les applaudissements d'une foule qui ignorait que le magicien lui-même se sentait de plus en plus prisonnier de son rôle. Car sous le vernis des fêtes, une tension plus sombre s'était installée. José Cruz avait commencé à fréquenter Gladys Fricks, une jeune fille de la région dont la beauté n'avait d'égal que la désapprobation de sa famille face à cette liaison. Pour la société conservatrice de Géorgie, cette relation était un défi à l'ordre établi. Certains murmuraient que le magicien avait envoûté la jeune femme, d'autres s'inquiétaient de l'influence croissante de cet étranger au sein de la maison Candler. Pourtant, les amis de Gladys témoignaient de son bonheur apparent, de sa fascination pour cet homme qui lui promettait un monde au-delà des conventions poussiéreuses d'Atlanta. Le soir du 17 janvier 1931, Gladys quitta son domicile de son plein gré pour rejoindre José. Ce qui se passa dans l'intimité de l'appartement du magicien, au-dessus des voitures de luxe de Buddy, reste l'un des plus grands mystères de la criminologie du Sud. On dit que les murs de Briarcliff ont des oreilles, mais ce soir-là, ils semblèrent aussi avoir des mains. La magie, qui avait servi à amuser les puissants, allait devenir le linceul d'un secret trop lourd pour être porté. Le lendemain matin, lorsque le soleil se leva sur les 42 acres de givre, le domaine n'était plus un palais. C'était une scène de crime. Une question demeure, suspendue au-dessus des tourelles grises de la demeure. Le magicien a-t-il raté son plus grand tour de disparition, ou quelqu'un d'autre a-t-il tiré les ficelles pour faire cesser définitivement le spectacle?
Le froid de ce samedi soir de janvier 1931 n'était pas seulement météorologique, il était prophétique. Gladys Fricks et José Cruz avaient quitté l'enceinte chaleureuse de la demeure pour s'enfoncer dans les replis obscurs du domaine, là où les pins de Géorgie étouffent les secrets. Ils s'aimaient d'un amour que la société jugeait impossible, un amour né dans les couloirs d'un palais bâti sur le sucre et les faux-semblants. Ils conduisirent jusqu'à la limite sud de Briarcliff, près du putting green, où Buddy aimait peaufiner son swing entre deux verres de bourbon. C'est là, dans l'intimité glaciale de l'acier et du cuir, que le tour de magie final a mal tourné. Le lendemain matin, le jardinier James Stark ne trouva pas de la rosée sur l'herbe, mais une scène d'une horreur géométrique. José Cruz était effondré sur le siège conducteur, le crâne perforé par une balle de gros calibre. Sur ses genoux, le corps sans vie de Gladys Fricks semblait dormir, si l'on oubliait la plaie béante qui lui déchirait l'abdomen. Les enquêteurs découvrirent une note de suicide, rédigée d'une écriture féminine mais que les experts attribuèrent plus tard à José. C'était la mise en scène d'un amour contrarié, un pacte de sang. Pourtant, la réalité était plus sale. Un seul étui de cartouche vide fut retrouvé sur le plancher, alors que 2 cœurs s'étaient arrêtés. L'arme du crime, une pièce de collection à la crosse d'ivoire sculptée, n'appartenait pas au magicien. Elle portait la marque de son maître, Asa Candler Jr. Le verdict tomba avec la brutalité d'un couperet de guillotine. José Cruz avait assassiné la jeune femme avant de retourner l'arme contre lui. La trahison était totale. Gladys l'avait suivi par amour. Il l'avait conduite à l'abattoir. Les journalistes se ruèrent sur Briarcliff, photographiant la dague à manches de perles trouvée dans la voiture comme s'il s'agissait d'un artefact maudit. Le scandale fut un incendie que les millions de Coca-Cola ne purent éteindre. Buddy ne fut jamais inculpé, la justice préférant croire à la thèse du vol d'armes, mais le mal était fait. Les fêtes s'arrêtèrent net. Le salon de bal, autrefois vibrant de rire et de musique d'orgue, devint une crypte poussiéreuse. Buddy, déjà miné par la mort d'Hélène, s'enfonça dans une ivresse solitaire, cherchant au fond des bouteilles un oubli que ses 40 pièces ne pouvaient lui offrir. Les années 30 soufflèrent sur la Géorgie comme un vent de mort. Le krach de 1929 avait déjà érodé la toute-puissance de la dynastie et le décès du patriarche, Asa Senior, la même année, marqua la fin d'une ère. L'âge d'or de l'excès laissait place à la grisaille de la Grande Dépression. À Briarcliff, le déclin était physique. Les mains de Buddy tremblaient désormais trop pour manipuler ses jeux de cartes ou ses revolvers. Florence, sa seconde épouse, tentait désespérément de maintenir l'illusion d'une fortune intacte, mais les murs de Briarcliff commençaient à transpirer la défaite. Le zoo était vide, les cages rouillaient, et les accessoires de magie dans le salon de bal semblaient attendre des fantômes. Étrangement, c'est vers la mort que Buddy tourna son ultime énergie créatrice. Pendant 2 décennies, il avait dirigé le cimetière de Westview avec une ferveur morbide, et ce travail devint son unique raison de vivre. Il supervisa la construction d'un mausolée communautaire pharaonique, l'un des plus grands au monde, dessinant chaque monument, chaque allée, chaque bosquet avec une précision maniaque. Il préparait sa propre demeure éternelle avec plus de soin qu'il n'en avait accordé à son propre foyer. À la fin des années 30, dans un sursaut de volonté qui stupéfia ses détracteurs, il posa définitivement son verre. L'homme que l'on croyait condamné par l'alcool décida de finir ses jours dans une sobriété glaciale, mais la sobriété ne ramène pas les millions envolés. En 1948, le palais était devenu un gouffre financier insoutenable. Briarcliff, ce monument à l'arrogance et au rêve, fut vendu à l'église méthodiste, la même institution que son père avait servi avec une piété de fer. Le destin bouclait sa boucle dans une ironie cruelle. La demeure fut transformée en centre de soins psychiatriques, comme si les murs eux-mêmes avaient besoin d'être guéris de la folie des Candler. Aujourd'hui, Briarcliff se dresse toujours parmi les arbres centenaires d'Atlanta, mais c'est un témoin silencieux qui refuse de parler. Ses fenêtres sont des yeux aveugles qui ont vu les éléphants passer, les magiciens mourir et les fortunes s'évaporer dans la brume du sud. On dit que lorsque le vent souffle à travers les tuyaux de l'orgue abandonné, on peut encore entendre l'écho d'une ambition qui a tout acheté, sauf la paix. C'est la leçon finale du palais de l'héritier de Coca-Cola. Le sucre peut bâtir des empires, mais il ne peut jamais adoucir le goût de la tragédie.
Les 42 acres de Briarcliff n'étaient plus un domaine de plaisance, c'était un albatros aux ailes brisées suspendu au cou de son créateur. À la fin de la décennie 40, chaque mètre carré de ce palais réclamait un tribut que Buddy Candler ne pouvait plus payer. Les pas des domestiques, dont le nombre s'étiolait comme une peau de chagrin, ne faisaient plus que résonner lugubrement contre les boiseries de chêne. Dans les jardins, autrefois théâtre d'excentricités zoologiques, la nature reprenait ses droits avec une violence sauvage, étouffant les sentiers sous les ronces et l'oubli. Les célèbres piscines, où le tout Atlanta s'était pressé pour voir et être vu, ne brillaient plus que par l'eau stagnante qui croupissait sous le soleil implacable de Géorgie. L'homme, qui avait commandé à des éléphants et défié les lois de la physique avec ses illusions, se retrouvait face à un dernier tour de passe-passe qu'il ne pouvait pas réussir, celui de faire réapparaître sa fortune évaporée. Pourtant, l'histoire de Briarcliff refusait de s'éteindre. Le château de conte de fées, bâti sur les bulles d'un empire du sucre, s'apprêtait à subir la métamorphose la plus dérangeante de son existence. Ce voyage allait mener la demeure du luxe insolent à la rigueur clinique, transformant le palais des plaisirs en un sanctuaire pour les âmes brisées. Mais avant de plonger dans les couloirs où les cris de la folie ont remplacé les notes de l'orgue éoliane, joignez-vous à notre quête pour exhumer ces vérités enfouies. Votre attention est le dernier rempart contre le silence qui dévore l'histoire. La Seconde Guerre mondiale fut le glas de l'illusion pour Asa Candler Jr. Alors que la jeunesse américaine se sacrifiait sur les champs de bataille d'Europe et du Pacifique, l'héritier vieillissant contemplait son propre empire s'effondrer dans un silence de cathédrale. Les fêtes n'étaient plus que des souvenirs jaunis. Les rugissements des fauves s'étaient tus depuis longtemps, et les magiciens avaient rangé leurs miroirs. Ne restait qu'une carcasse de pierre qui dévorait les dollars plus vite que le nom des Candler ne pouvait en générer. En 1948, l'inévitable finit par se produire. Buddy fut contraint de signer l'acte de vente, livrant son temple à un destin qu'il n'avait jamais prévu. L'acheteur n'était pas un autre milliardaire, mais l'État fédéral. L'administration des services généraux projetait de transformer Briarcliff en un hôpital pour les vétérans, un lieu de convalescence pour ceux que la guerre avait mutilés. L'ironie était cinglante. La demeure construite pour l'excès et la vanité allait désormais abriter le sacrifice et la souffrance. Buddy reçut pour sa propriété une somme dérisoire, bien loin de la valeur réelle de ses rêves de pierre, une ultime humiliation pour cet homme qui n'avait jamais su compter. Mais les couloirs de Briarcliff semblaient maudits, car l'hôpital pour vétérans ne vit jamais le jour. Les budgets furent coupés, les plans s'ensablèrent, et le palais resta vide, tel un mausolée pour les vivants. Pendant ce temps, Buddy et Florence se retirèrent dans le penthouse de l'hôtel Briarcliff, un bâtiment que Buddy avait lui-même fait sortir de terre en 1924. C'était un exil de luxe, une prison dorée au sommet de la ville où il pouvait contempler de loin la silhouette de son château perdu. Pendant 5 ans, il vécut parmi les fantômes de ses ambitions déçues et les vapeurs d'un passé trop lourd à porter. Le 11 janvier 1953, le verdict tomba. Asa Griggs Candler Jr. succomba à un cancer du foie à l'âge de 72 ans. La médecine confirmait ce que la rumeur savait déjà. Son propre corps l'avait trahi, consumé par les excès qu'il avait tant aimés. Les nécrologies furent brèves, presque sèches, mais un ami de la famille résuma l'homme en une phrase qui résonne encore aujourd'hui. Buddy ne faisait rien à petite échelle. Il fut porté en terre dans le mausolée pharaonique qu'il avait lui-même conçu à Westview, s'assurant ainsi que même dans la mort, il surpasserait ses pairs en splendeur. Mais si Buddy pensait emporter le secret de Briarcliff dans sa tombe de marbre, il se trompait. La même année que sa mort, en 1953, la demeure trouva sa véritable vocation, la plus cruelle et la plus poétique de toutes. Le domaine devint la clinique géorgienne, le tout premier centre de réhabilitation pour alcooliques de l'État. L'ironie atteignit alors une perfection macabre. Les salons majestueux où le champagne coulait autrefois comme un fleuve impétueux furent transformés en salles de sevrage. Les chambres où Buddy s'était enivré de sa propre puissance accueillaient désormais des hommes et des femmes luttant contre les démons de la bouteille. Les jardins en terrasse, autrefois témoins des parades d'éléphants, servèrent maintenant de terrain de marche pour des patients hagards, tentant de retrouver un semblant de dignité dans la sobriété. Le palais de l'héritier du Coca-Cola, l'homme qui avait passé sa vie à fuir la réalité,
était devenu le lieu où l'on affrontait la vérité la plus nue et la plus douloureuse. Les piscines de Briarcliff, autrefois miroirs d'argent où se reflétait l'insolence des nantis, devinrent les premières victimes de cette nouvelle ère de pénitence. Durant les premières années de la clinique, on laissa encore aux patients le droit de fendre les mêmes eaux que les starlets de Hollywood ou les sénateurs corrompus. C'était une thérapie par le souvenir, un baignade dans les restes d'une gloire évaporée. Mais à la fin des années 50, le budget, ce grand faucheur des rêves, eut raison de l'entretien. On vida les bassins. Le béton se fissura sous l'assaut du soleil, les feuilles mortes s'accumulèrent dans le fond comme des cadavres végétaux, et le silence finit par recouvrir les éclats de rire disparus. Ce fut le premier signe que le domaine ne cherchait plus à soigner le passé, mais à l'enterrer. En 1965, la métamorphose prit un tournant radical, presque chirurgical. L'État de Georgia décida que les 42 acres de Buddy Candler accueilleraient l'Institut de santé mentale de Géorgie. Ce ne fut pas une transition, ce fut une profanation architecturale. Au milieu des chênes centenaires et à quelques pas du manoir de briques, on érigea une tour moderniste, un monolithe de béton et de verre d'une austérité glaçante qui semblait insulter chaque courbe géorgienne de la demeure originale. Autour de cette tour, des pavillons furent disposés en demi-cercle, tels les dents d'un piège se refermant sur la propriété. Mais le véritable secret de cette installation ne se trouvait pas en surface. Il serpentait dans les entrailles de la terre, les tunnels, des centaines de mètres de couloirs de béton brut reliant les bâtiments entre eux. Officiellement, il servait à transporter les patients à l'abri des intempéries et des regards indiscrets. Officieusement, ils devinrent les artères d'un cauchemar souterrain. Imaginez ces boyaux sombres, éclairés par des ampoules nues dont le grésillement électrique était le seul compagnon des brancardiers. Les murs de béton transpiraient l'humidité et le désespoir de milliers d'âmes brisées que l'on déplaçait comme des marchandises défectueuses. Le personnel de nuit refusait souvent de s'y aventurer seul. Il parlait de courants d'air là où il n'y avait aucune issue, de bruits de pas pressés qui s'arrêtaient dès que l'on se retournait, et de portes lourdes qui se verrouillaient sans intervention humaine. Les tunnels n'étaient pas que du génie civil, ils étaient redevenus des conducteurs de folie. Pendant 32 ans, le manoir de Buddy fut digéré par l'institution. On assista à un vandalisme d'État. Les chambres de maître furent découpées par des cloisons de plâtre bon marché pour en faire des bureaux administratifs ou des salles d'examen. Le linoléum gris, hideux et impersonnel fut collé directement sur les parquets de chêne que Buddy avait fait cirer avec tant d'orgueil. Des faux plafonds furent installés à mi-hauteur, masquant les moulures artisanales et les feuilles d'or, comme si l'on voulait étouffer la splendeur passée sous une chape de médiocrité bureaucratique. La salle de musique, ce Dougherty Hall où l'orgue de 94 000 $ avait autrefois fait vibrer les cœurs, devint une salle polyvalente pour des thérapies de groupes pathétiques. L'orgue lui-même fut arraché, laissant un vide béant dans la structure de la maison. Au 3e étage, là où José Cruz faisait apparaître des colombes et disparaître des doutes, on installa des dortoirs pour infirmières. La porte secrète du magicien fut condamnée, emmurée dans l'oubli. Les cheminées de marbre sculptées servaient désormais à poser des cendriers en plastique et des dossiers médicaux traitant de schizophrénie ou de paranoïa. L'ironie était totale. On soignait la folie dans une maison qui avait été bâtie sur les délires de grandeur d'un homme qui n'avait jamais connu de limite. Les séances d'électrochoc étaient pratiquées sous les plafonds autrefois ornés de motifs célestes. Les cris des patients en crise résonnaient là où les orchestres de jazz avaient autrefois mené la danse. Lorsque l'hôpital ferma enfin ses portes en 1997, il ne laissa pas derrière lui une coquille vide, mais un réservoir de traumatisme. Les rumeurs de hantise ne furent pas de simples contes pour enfants. Elles naquirent de la bouche même de ceux qui avaient arpenté ces couloirs durant 3 décennies. On racontait que des lumières s'allumaient dans la tour abandonnée, alors que l'électricité était coupée depuis des mois. On apercevait des silhouettes errer le long du putting green, là même où José et Gladys avaient trouvé la mort 60 ans plus tôt. Mais la légende la plus persistante reste celle de cette infirmière disparue. On dit qu'elle fut vue pour la dernière fois entrant dans les tunnels un soir d'orage. Elle ne ressortit jamais par aucune des portes connues. Depuis,
Certains explorateurs urbains qui bravent l'interdiction de pénétrer dans Briarcliff jurent avoir entendu le frottement d'une blouse d'amidon sur le béton des souterrains, accompagné d'un murmure désespéré cherchant une sortie qui n'existe plus. Le domaine de l'héritier de Coca-Cola est devenu un vortex où le temps s'est arrêté, une prison de pierre où chaque couche de peinture cache un péché et chaque tunnel une vérité que l'on a tenté d'étouffer. Comment le domaine a-t-il fini par attirer les caméras de Hollywood et quel est le prix terrible que certains ont payé pour avoir voulu réveiller les spectres de Briarcliff? Des années après que les verrous furent définitivement tirés sur l'Institut de santé mentale, un homme, Charlie Pin, défenseur acharné du patrimoine d'Atlanta, errait sur ces terres comme on explore un champ de bataille encore fumant. C'est là qu'il fit une rencontre qui allait hanter ses nuits. Une femme, silhouette fragile perdue dans l'immensité des 42 acres, déambulait comme si elle cherchait une clé ou une issue disparue. Elle répétait, d'une voix monocorde, qu'elle avait été infirmière ici, dans ce labyrinthe de souffrances. Charlie Pin s'approcha, mais le malaise l'arrêta net. En regardant ses mains, il ne vit pas la peau d'une soignante, mais une plaie vive. Elle s'était grattée et arraché la chair jusqu'au sang, un tic nerveux, un stigmate de l'horreur qu'elle avait côtoyée. Ce que l'hôpital avait exigé d'elle, ce tribut psychologique, ne cicatriserait jamais. Briarcliff ne se contentait pas d'abriter la folie, elle l'infusait dans les veines de ceux qui osaient y rester trop longtemps. La demeure commença alors à se couvrir de cicatrices urbaines. Le graffiti devint la nouvelle tapisserie de Buddy Candler. Dans l'ancien solarium, là où les orchidées exotiques s'épanouissaient autrefois sous les soins de l'héritier, une inscription sur une fontaine tarie glaçait le sang « Il a coulé du sang ». Provocation d'adolescents en mal de frisson ou aveu désespéré d'un ancien interne? Le doute, comme la moisissure, s'infiltrait partout. En 1998, l'université Emory racheta la propriété au gouvernement fédéral. L'ironie était presque trop parfaite, un cercle vicieux se refermait. Asa Candler Senior, le patriarche, avait été le plus grand bienfaiteur d'Emory, bâtissant les fondations de l'université avec le sucre du Coca-Cola. Aujourd'hui, la demeure de son petit-fils, ce monument à la débauche et à la déchéance, revenait dans le giron de l'institution. Mais Emory ne savait que faire de ce cadeau empoisonné. Le manoir était dans un état de décomposition avancée. Le toit, jadis couvert de tuiles coûteuses, laissait désormais passer les pluies torrentielles de Géorgie. L'eau s'invitait dans les salons, pourrissant les parquets, décollant les feuilles d'or. Le coût de la restauration se chiffrait en millions, une somme que l'université refusait d'investir dans ce qu'elle considérait comme un château de moisissure sans avenir. Pourtant, en 2016, un nouveau type de pèlerin envahit le domaine. Hollywood avait trouvé en Briarcliff le décor idéal pour l'indicible. La série Netflix Stranger Things utilisa la tour moderniste de l'hôpital pour figurer le laboratoire national de Hawkins, ce portail vers le monde à l'envers. Des fans du monde entier accoururent pour se photographier devant le béton gris, ignorant totalement que le véritable monstre, le véritable portail vers les ténèbres, se cachait juste derrière, dans le manoir géorgien dévoré par les arbres. Ils venaient pour la fiction, sans savoir que la réalité de Briarcliff était bien plus terrifiante que n'importe quel scénario de science-fiction. Avant de vous enfoncer avec moi dans les entrailles de la Terre, là où les secrets ne sont plus protégés par des murs mais par des siècles d'ombre, rejoignez notre cercle d'initiés. Votre soutien est la seule lumière capable d'éclairer ces tunnels avant qu'ils ne soient définitivement scellés. Car sous le palais doré, sous les pelouses où les éléphants Coca et Cola avaient laissé leurs empreintes, s'étendait le véritable système nerveux de Briarcliff. Un réseau de tunnels obscurs. De 1965 à 1997, ces boyaux furent le théâtre d'une procession ininterrompue d'âmes brisées. Les tunnels n'étaient pas une fantaisie architecturale, mais une nécessité brutale et hygiénique. Il fallait déplacer les malades mentaux, les indésirables, d'un pavillon à l'autre, sans que le public ou les intempéries ne viennent perturber la façade de l'institution. Ces couloirs de béton s'étiraient sur des centaines de mètres dans les entrailles de la colline. C'était un monde de claustrophobie, où le plafond semblait s'abaisser à chaque pas, et où chaque son ricochait contre les parois nues, créant un écho permanent et dérangeant. L'éclairage était assuré par des tubes fluorescents fatigués, dont le bourdonnement électrique était le seul battement de cœur de ce souterrain. Ils créaient des poches de lumière crue alternant avec des zones d'ombre si denses qu'on aurait pu les toucher.
L'air y était vicié, chargé de l'odeur du béton humide et des systèmes de ventilation poussifs qui ne parvenèrent jamais à chasser la chaleur étouffante de l'été géorgien. Dans ces tunnels, la hiérarchie sociale de la surface disparaissait. Médecins, infirmières et patients devenaient tous les prisonniers du même labyrinthe de béton. C'est ici que les légendes les plus sombres prirent racine. On disait que certains patients, terrifiés par la lumière du jour, préféraient rester dans ces couloirs, devenant les spectres vivants de Briarcliff. On disait aussi que c'était ici que l'on pratiquait les traitements que l'on ne voulait pas montrer, là où le béton pouvait étouffer les cris les plus perçants. Aujourd'hui, ces tunnels sont des artères mortes, bouchées par le temps et la peur. Mais ceux qui osent s'en approcher jurent encore que le sol vibre parfois d'une activité invisible. Les 40 acres de Briarcliff ne sont pas seulement une propriété foncière. Ils sont un empilement de tragédies, une millefeuille de souffrances où chaque couche, de l'or de Buddy au béton de l'asile, raconte la même histoire. Celle d'un homme qui voulait tout posséder et qui a fini par créer un enfer que personne ne peut oublier. L'hiver ne se contentait pas de refroidir Briarcliff, il transformait ses entrailles en une morgue humide. Dans les profondeurs du domaine, là où le béton remplaçait les racines, l'air devenait une nappe de brouillard stagnant. La condensation s'accrochait aux parois grises, formant des perles de sueur froide qui tombaient avec une régularité de métronome. Marcher dans ces tunnels était une expérience de mort sensorielle. Pas de fenêtres, pas de cycle solaire. Seulement l'oppression d'un corridor qui semblait s'allonger à mesure que l'on avançait. On perdait la notion du temps, de la distance, et bientôt de sa propre identité. Le silence n'y était jamais total. Il était rythmé par le gémissement des canalisations et le bourdonnement électrique de filaments mourants qui jetèrent des ombres convulsives sur le sol. Pour le personnel de nuit, ces tunnels étaient une descente aux enfers consentie. Les infirmières, pourtant rompues à la dureté du milieu psychiatrique, parlaient à voix basse de cette sensation d'être suivies. Elles décrivaient des bruits de pas qui calquaient les leurs, s'arrêtant exactement à la même seconde. Elles racontaient comment, dans les recoins les plus sombres, elles sentaient un regard pesant, une présence tapie dans les renfoncements vides des passages latéraux. Parfois, une porte lourde, censée être verrouillée, s'ouvrait lentement au passage d'un brancard, révélant une pièce noire comme une bouche à vide. Un garde de sécurité des années 80 a fini par avouer que les sons se jouaient de la raison dans ces souterrains. Il entendait des conversations murmurées juste devant lui, accélérait le pas pour ne trouver que le vide, avant de réentendre ces mêmes voix derrière son dos, plus proches, plus moqueuses. Certains membres du personnel ont fini par craquer. Ils refusaient de s'aventurer seuls dans ces veines de béton. Ils attendirent des renforts, se déplaçaient en binôme, développant des rituels pour conjurer la peur. Ils chantaient, comptaient leurs pas à haute voix, fixant désespérément la lumière au bout du couloir pour ne pas laisser leur esprit vagabonder dans l'obscurité. Mais même pour les plus braves, l'émergence vers la lumière du jour était vécue comme une résurrection. La véritable horreur des tunnels ne résidait pas seulement dans les spectres supposés, mais dans la mémoire physique du lieu. Pendant 30 ans, ces couloirs ont été le témoin du transit de la détresse humaine. Les murs de béton ont vu passer des milliers de patients. Certains marchèrent docilement, brisés par les médicaments, ombres parmi les ombres. D'autres étaient traînés de force, hurlant leur terreur, leurs ongles griffant les parois tandis qu'on les déplaçait vers les zones de haute sécurité. Les tunnels ont absorbé 30 décennies de crises psychotiques, de collapsus nerveux et de violences contenues. Lorsque l'hôpital a fermé ses portes en 1997, ce poids ne s'est pas évaporé. Il est resté là, suspendu dans l'air vicié, une présence presque solide. L'université Emory, après avoir pris possession du domaine, a tenté d'effacer ce passé en scellant les accès avec des portes de métal lourd et des chaînes massives. Des panneaux d'interdiction furent placardés, mais pour les explorateurs urbains et les traqueurs de fantômes, cela agissait comme une invitation au sacrilège. Ils forçaient les serrures, trouvaient des entrées secondaires oubliées dans les bois. Les photos prises clandestinement et diffusées sur le réseau mondial montraient un Briarcliff en pleine décomposition. Dans certaines sections, les lumières fonctionnaient encore, jetant une clarté artificielle sur des rangées de chaises roulantes rouillées, des chariots médicaux bancals et des dossiers de patients éparpillés sur le sol comme des feuilles mortes. C'est dans l'ancien solarium de Buddy Candler, cet espace jadis baigné de lumière et de fleurs rares, qu'une découverte a glacé le sang des intrus.
Sur le béton d'une fontaine desséchée, une inscription rouge vif, brutale, lacérait le décor. Il a coulé du sang. Ce n'était pas un simple graffiti, c'était un cri. Personne ne sait qui a tenu la bombe de peinture. Était-ce une référence à la tragédie de José Cruz en 1931 ou un écho au traitement barbare que certains patients auraient subi derrière ces murs? L'inscription est devenue le pivot d'une mythologie sombre. Les récits d'expériences paranormales ont commencé à affluer. Des visiteurs juraient avoir entendu des voix résonner depuis des salles de chirurgie vides. D'autres rapportèrent la sensation de mains invisibles se posant sur leurs épaules dans le noir complet des sous-sols. Une théorie s'est alors imposée. Briarcliff n'était plus seulement un monument historique, c'était un organisme vivant, nourri par la douleur de ceux qui l'avaient emprisonné. Mais alors que les chasseurs de fantômes s'installaient, une question plus troublante émergeait. Que se passe-t-il quand une équipe de cinéma décide de réveiller ses énergies pour le simple profit du divertissement? Et quelle est la chose qui, selon les témoins, continue de marcher dans les appartements privés du 3e étage? L'écho de la détresse ne s'éteint jamais vraiment sous le béton. Il s'incruste dans les pores du mortier pour ressurgir quand le silence devient trop lourd. Pour certains, les âmes des patients broyés par l'institution gisent encore là, prises au piège entre les cloisons de linoléum et les fondations de pierre. 30 années de traumatisme, de cris étouffés par la chimie et de désespoir clinique ne s'effacent pas avec un simple arrêté préfectoral. Briarcliff n'est plus une demeure. C'est une éponge saturée de douleurs humaines. Les enquêteurs du paranormal ont fini par transformer ce sanctuaire de la déchéance en un laboratoire de l'invisible. Ils déploient leurs capteurs de champs électromagnétiques dans les couloirs obscurs, braquent des caméras infrarouges sur les murs qui pèlent, traquent le moindre souffle dans leurs enregistreurs numériques. Ils affirment capturer des voix d'outre-tombe, des chutes de température glaciale et des orbes de lumière flottant là où les infirmières faisaient leur ronde. Les sceptiques ricanent, évoquant le tassement naturel des vieilles bâtisses ou la poussière captée par les flashs. Mais pour ceux qui ont arpenté ces lieux, la vérité est plus viscérale. La légende de l'infirmière aux mains sanglantes n'est pas qu'un conte de feu de camp, c'est une plaie ouverte dans la mémoire de Druid Hills. Charlie Pin, le gardien acharné de ce patrimoine qui vivait juste en face, a croisé ce spectre vivant des années après la fermeture de l'asile. Elle ne flottait pas dans les airs. Elle marchait, hébétée, traçant des cercles inutiles sur la pelouse rase, murmurant des ordres à des patients invisibles. Lorsqu'il s'est approché, il a vu l'horreur pure. Ses mains n'étaient qu'une masse de chair à vif. Elle s'était méthodiquement arraché la peau, lambeau après lambeau, jusqu'au sang, comme pour effacer le souvenir des soins qu'elle avait prodigués dans ce temple de la folie. Ce que cette femme avait vu derrière ces murs n'avait pas seulement brisé son esprit, cela avait dévoré son corps. D'autres récits, plus sombres encore, émanent des anciens employés. On raconte l'histoire d'un homme interné dans l'un des pavillons satellites, un patient qui hurlait des heures durant contre les ombres mouvantes des tunnels. Les médecins, retranchés derrière leurs certitudes académiques, diagnostiquaient des hallucinations psychotiques. Pourtant, après la fermeture, quand les traqueurs d'ombres ont commencé à rapporter des visions identiques dans ces mêmes galeries souterraines, le doute s'est installé. Et si le fou était le seul à voir la réalité telle qu'elle était? La tour moderniste de l'hôpital, cette sentinelle de béton gris qui défigure le paysage, est devenue le symbole universel de cette noirceur lorsque Netflix s'en est emparé en 2016. Pour Stranger Things, Briarcliff est devenu le laboratoire national de Hawkins, le lieu des expérimentations gouvernementales les plus abjectes. Le choix était d'une justesse terrifiante. La tour dégage une malveillance géométrique, une absence totale d'empathie architecturale qui reflète parfaitement ce qui s'y passait réellement. Car dans ces blocs de béton, l'humanité était une variable négligeable. On y administrait la thérapie électroconvulsive comme on règle une machine. Les lobotomies, ces meurtres de l'âme pratiqués au pic à glace, y furent monnaie courante dans les premières années. On distribuait des neuroleptiques massifs aux effets secondaires dévastateurs pour réduire au silence ceux que l'on ne savait pas guérir. Briarcliff était une usine à oubli. Pour chaque patient qui retrouvait la lumière, des dizaines restaient enfermés dans le cycle éternel de la rechute, prisonniers d'un palais qui s'était mué en geôle. Aujourd'hui, le silence est enfin revenu sur les 40 acres,
Mais c'est un silence de cathédrale après le massacre. La tour surplombe les arbres, visible à des kilomètres à la ronde comme un avertissement. Le manoir original, ce joyau géorgien que Buddy Candler avait érigé pour prouver sa grandeur au monde, attend son ultime acte. Après un siècle de métamorphoses monstrueuses, de la gloire du sucre à l'enfer de l'asile, le palais maudit de l'héritier de Coca-Cola s'apprête à retrouver une forme de paix. La propriété a finalement trouvé son salut dans un projet de réaménagement en résidence pour seniors. C'est l'ironie finale de cette épopée. Là où tant d'esprits se sont perdus et tant de vies se sont brisées, des hommes et des femmes viendront finir leur jour dans le calme et la dignité. Le palais de Buddy Candler, après avoir été un théâtre de magie, un zoologique délirant et un hôpital de l'horreur, redevient enfin une demeure. Les tunnels sont scellés pour de bon, emprisonnant les cris du passé sous les fondations des nouveaux bâtiments. Briarcliff restera à jamais le témoin silencieux d'une dynastie qui voulait posséder le monde et qui a fini par créer un monument à la tragédie humaine. Une fortune née d'un liquide brun et pétillant finissant son voyage dans le marbre froid d'un mausolée et le béton gris d'un asile. Le sucre était doux, mais l'héritage, lui, fut d'une amertume insupportable. 40 acres de féerie qui se sont lentement métamorphosés en 40 acres de cauchemars. Nous avons parcouru les jardins dorés où les éléphants Coca, Cola, Refreshing et Delicious foulaient une herbe engraissée par le sucre et le privilège. Nous avons hanté les salles de bal où des magiciens philippins manipulaient la réalité avant que le sang ne vienne tacher leurs gants blancs. Nous sommes descendus dans les boyaux de béton où, pendant 32 ans, des âmes brisées furent transportées dans le silence clinique de l'institution. Aujourd'hui, nous atteignons le chapitre final de Briarcliff. C'est le récit d'une rédemption inattendue, là où une série de divertissements planétaires a offert un miroir déformant à une vérité plus sombre que la fiction. Voici le dénouement de la saga la plus étrange du Sud-Américain. En 2016, alors que la carcasse de Briarcliff semblait condamnée à l'effondrement, un événement imprévu vint bouleverser son destin. Des éclaireurs de la plateforme Netflix, à la recherche de l'incarnation architecturale de la menace, posèrent leurs caméras sur le domaine. Ils cherchaient le laboratoire national de Hawkins pour leur série Stranger Things, un lieu qui devait exsuder le secret d'État, la froideur bureaucratique et l'horreur surnaturelle. Ils trouvèrent leur Graal dans la tour moderniste de l'ancien institut psychiatrique. Cette structure de béton, avec ses lignes acérées, ses fenêtres étroites comme des meurtrières et sa présence massive, était le réceptacle parfait pour une fiction où l'on torture les esprits. Les créateurs du show ne s'y trompèrent pas. Briarcliff portait déjà en elle les cicatrices de l'expérimentation humaine. Un accord fut scellé avec l'université Emory pour transformer l'extérieur de ce monument de douleur en un décor de divertissement mondial. Le succès fut foudroyant. Dès juillet 2016, Briarcliff devint un point sur la carte du monde. Des millions de fans se prirent de passion pour les mystères de Hawkins. Et des milliers d'entre eux commencèrent leur pèlerinage vers Atlanta. Ils venaient se photographier devant la tour, partageant leur enthousiasme numérique sur les réseaux sociaux. Mais l'ironie était totale, presque insultante. Ces pèlerins du dimanche ne voyaient rien. Ils ignoraient que la véritable horreur ne résidait pas dans les monstres de synthèse de Netflix, mais dans les murs de briques qui pourrissaient à quelques mètres de là. Ils ne savaient rien de Buddy Candler, de son orgue à 94 000 $ qui hurlait autrefois sa solitude, ou de l'assassinat sanglant de José Cruz dans les jardins. Ils venèrent pour une fiction, passant devant la demeure historique sans même tourner la tête vers ce palais géorgien qui s'enfonçait dans la terre sous le poids d'un siècle de péché. Pendant que les flashs crépitaient devant la tour, le manoir original agonisait. Dissimulé derrière des arbres en friche, le palais de Buddy continuait sa lente chute. Le toit percé laissait les pluies de Géorgie laver les derniers vestiges de la gloire des Candler. L'eau s'infiltrait dans les murs, nourrissant une moisissure qui rampait dans les chambres où les rires s'étaient tus depuis longtemps. Charlie Pin, le voisin devenu le gardien de ce cimetière de pierre, observait la scène avec une amertume grandissante. Pour lui, Briarcliff n'était pas un décor de cinéma, c'était une fenêtre ouverte sur l'âge d'or qui avait façonné Atlanta. Malgré son inscription au registre national des lieux historiques en 1988, la demeure mourait d'indifférence.
Papin l'avait prédit. Sans une injection massive de capital, Briarcliff ne serait bientôt plus qu'un souvenir poussiéreux. Puis, en 2022, la providence prit une forme inattendue. L'université Emory annonça avoir conclu un bail amphithéotique avec Gallery Living, un promoteur spécialisé dans les résidences de luxe pour seniors. Le plan était audacieux, presque poétique, transformer ce lieu de débauche et de folie en un havre de paix pour les derniers jours de l'existence. Le projet prévoyait la restauration méticuleuse du manoir de Buddy Candler, rendant à la salle de musique et au salon de bal leur splendeur d'origine. Briarcliff, la demeure de l'héritier maudit du Coca-Cola, boucle ainsi son cycle infernal. Après avoir été un palais de l'excès, un zoo pour bêtes de foire, un asile pour les déshérités de la raison et un décor pour fantasmes télévisuels, elle s'apprête à redevenir ce qu'elle aurait dû être, une maison. Mais le silence qui règne désormais sur les 40 acres n'est pas un silence ordinaire. C'est le calme plat d'un prédateur repu. Sous les nouveaux tapis et les peintures fraîches, les tunnels demeurent. Ils sont les veines mortes d'un passé qui ne demande qu'à être oublié, mais qui vibre encore sous chaque pas. L'héritier a disparu, son empire a été vendu, et ses éléphants sont morts. Ne reste que cette carcasse de pierre grise qui nous rappelle une vérité brutale. On peut bâtir un palais sur le sucre, on peut masquer la douleur par la magie, mais on ne peut jamais totalement effacer le sang versé sur le marbre. Briarcliff est sauvé, certes, mais ces murs n'oublieront jamais le prix de leur existence. Le palais est désormais une prison de luxe pour les souvenirs, un monument à la démesure d'un homme qui voulait tout et qui a fini par léguer au monde un labyrinthe de tragédies. Le plan était d'une ambition féroce et d'une ironie tout à fait biblique. La société Gallery Living ne se contentait pas de racheter un terrain. Elle s'apprêtait à exhumer un cadavre architectural pour lui offrir une dernière parure. Le projet consistait à ériger une communauté de retraités de luxe sur les terres de Briarcliff, avec pour condition sine qua non la restauration intégrale du manoir original. Ce temple de l'excès, fermé au monde depuis des décennies, allait redevenir un espace public, un lieu d'apparat. Kelly Painter, la main invisible derrière la construction, avouait une fascination presque mystique pour la nature historique de la propriété. Le comté de DeKalb et les associations de voisinage, d'ordinaire si prompts à la méfiance, donnèrent leur bénédiction. Après un siècle de trahison et de délabrement, les artisans remplacèrent les gardiens de l'asile. Les marteaux et les brosses redonnèrent vie aux os de Briarcliff. Le toit, cette plaie ouverte par laquelle s'engouffrait la pluie de Géorgie, fut enfin recousu. On s'attaqua aux murs dévorés par l'humidité, aux panneaux de bois sculptés à la main qui avaient absorbé les cris des patients, aux cheminées de marbre qui n'avaient plus connu de feu depuis que le monde avait oublié le nom de Buddy Candler. Tout fut ramené à cette splendeur originelle, une beauté qui n'avait servi qu'à masquer une détresse profonde. Le Dougherty Hall, cette salle de musique autrefois sanctifiée par un orgue colossal, s'apprêtait à accueillir de nouvelles réunions. Mais l'instrument, lui, était parti pour toujours, laissant un vide sonore que même le marbre le plus fin ne pourrait combler. Avant que l'université Emory ne remette définitivement les clés de ce sanctuaire, un dernier cortège fut autorisé à franchir le seuil. Journalistes et historiens se pressèrent dans les couloirs pour une ultime veillée funèbre. Sarah Butler, une chercheuse dont l'obsession pour la vie de Buddy frisait la pathologie, servait de guide à travers ce labyrinthe de débris. Protégée par un masque respiratoire rose fluorescent, elle menait ses visiteurs dans des pièces où le temps semblait avoir coagulé. Un lustre de cristal, jadis soleil artificiel des soirées mondaines, gisait au sol, brisé, comme un symbole de la chute de la lignée. La moisissure tapissait les murs, et l'air, lourd de poussière et de décomposition, racontait une vérité que les brochures immobilières préféraient taire. Sous cette couche de crasse, le squelette du rêve de Buddy demeurait pourtant intact. Les arches de pierre, les proportions imposantes, chaque détail criait l'ambition d'un homme qui voulait être vu par un père qui l'avait banni. En traversant ces ruines, on pouvait presque sentir le souffle des fantômes. On imaginait sans peine la salle de musique vibrant sous les notes tonitruantes de l'orgue éolien ou le pas lourd des éléphants Coca et Cola dans les jardins arrière. On revoyait José Cruz, le magicien philippin, manipulant ses cartes dans le salon de bal à la feuille d'or, ignorant que son plus grand tour de disparition serait celui de sa propre humanité dans un meurtre-suicide sanglant. Avant de découvrir si le luxe pourra un jour effacer l'odeur du sang sur ses murs,
rejoignez notre cercle pour explorer les archives interdites du clan Candler. L'histoire de Briarcliff est l'autopsie de ce que l'argent peut et ne pourra jamais acheter. Asa Candler Sr. avait prouvé que le dollar pouvait bâtir un empire planétaire à partir d'une formule à 2300 $. Son fils, Buddy, avait prouvé que cet or pouvait ériger un palais, le remplir de merveilles exotiques et éblouir une génération entière par des fêtes dantesques. Mais aucun d'eux n'a pu acheter une once de paix. Hélène est morte dans la fleur de l'âge. Le premier-né de Buddy n'a pas survécu à l'enfance. José Cruz a transformé les jardins de plaisance en scène de crime. Le manoir, censé proclamer la valeur de son propriétaire aux yeux du monde, n'a été qu'une étape vers l'asile, la ruine et la curiosité malsaine des explorateurs urbains. Pourtant, Briarcliff refuse de mourir. Les murs tiennent bon, les légendes circulent, et les spectres continuent d'arpenter les terrains dans l'esprit de ceux qui tendent l'oreille. Aujourd'hui, le manoir reçoit la seconde chance que Buddy n'a jamais eue. C'est peut-être là le véritable héritage de ce lieu, le fait qu'un bâtiment puisse survivre à son créateur, accumuler des strates de douleur et de gloire, et trouver un nouveau sens longtemps après que son but initial a été enterré. Buddy Candler voulait qu'on se souvienne de lui. Il voulait prouver qu'il n'était pas seulement le fils prodigue ou le frère irresponsable. Il a bâti une forteresse pour dire au monde qu'il importait, et au final la forteresse a gagné. Elle a survécu à la mort de son maître par un cancer du foie en 1953. Elle a survécu à 3 décennies d'institutions psychiatriques, de lobotomie et d'électrochocs. Elle a survécu à l'abandon et aux caméras de Hollywood. Bientôt, elle accueillera une nouvelle génération de résidents, des vieillards qui viendront éteindre leur dernière bougie à l'ombre d'une demeure construite par un homme qui a passé ses dernières années à peaufiner son propre tombeau. Le cercle se referme avec une froideur documentaire. La tragédie se dissout dans le confort d'une maison de retraite de luxe. Et pourtant, dans le silence de la salle de musique restaurée, là où l'orgue tonnait autrefois, on pourrait jurer entendre encore l'écho d'un rire nerveux, celui du Gatsby d'Atlanta qui, dans un dernier tour de magie, nous invite à contempler les décombres de ses rêves. Briarcliff n'est plus un asile, mais elle restera à jamais le témoin silencieux d'une fortune qui n'a jamais pu étancher la soif d'âme de ceux qui l'ont possédée. Seriez-vous prêt à passer vos dernières nuits dans la chambre où Buddy Candler a perdu sa raison, ou préférez-vous laisser les morts de Briarcliff reposer enfin sous leur couche de peinture neuve? Briarcliff se dresse aujourd'hui comme un monument spectral à l'ambition dévorante et à l'excès le plus indécent, une sentinelle de pierre qui témoigne de la tragédie et d'une résilience presque surnaturelle. C'est le récit des formes étranges par lesquelles l'histoire déforme nos gestes les plus grandioses pour les transformer en quelque chose que nous n'avions jamais osé imaginer. L'homme qui a rêvé ce palais, qui a ordonné chaque moulure et chaque trappe secrète, est mort depuis plus de 70 ans. La femme qu'il a aimée le premier, Hélène, repose dans ce cimetière de Westview qu'il a lui-même contribué à dessiner avec une précision de fossoyeur maniaque. Quant au magicien qui habitait au-dessus de son garage, José Cruz, il gît dans une tombe anonyme, quelque part sous la terre rouge d'Atlanta, son nom effacé de la mémoire collective, mais son crime gravé dans les murs du domaine. Leur histoire semble s'être perdue dans les replis du temps, et pourtant le manoir demeure. Ces tours géorgiennes s'élèvent toujours au-dessus de la canopée de Géorgie comme des doigts accusateurs pointés vers un ciel indifférent. Ces parois gardent jalousement des secrets que le béton de l'asile n'a jamais réussi à étouffer tout à fait. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies de ténèbres, son avenir semble étrangement brillant. Ceci était l'histoire obscure de Briarcliff, le domaine maudit de l'héritier de Coca-Cola, Asa Candler Jr., un conte de fortune et de folie, peuplé d'éléphants baptisés par cynisme commercial et d'orgues aux dimensions cathédrales. Un récit de meurtre, de magie noire et de décadence, suivi d'une restauration qui ressemble à une rédemption tardive. C'est le rappel brutal que les maisons que nous bâtissons ne sont pas seulement des abris pour nos corps, mais des monuments à nos délires les plus profonds, des réceptacles pour tout ce qui se produit entre leurs murs bien après que nous ayons rendu l'âme. Le château de contes de fées sur la colline a résisté à près d'un siècle de tempêtes sociales et psychologiques. Il a connu la gloire la plus insolente et le scandale le plus sordide, la grandeur impériale et la ruine la plus abjecte. Il a été un foyer, un hôpital
une maison hantée, et il entame aujourd'hui sa mue finale. Buddy Candler, l'homme qui a arraché ce rêve au néant par la seule force de ses millions, repose désormais dans son mausolée de Westview, un palais de marbre froid qu'il a passé ses dernières années à peaufiner. Peut-être y a-t-il enfin trouvé la paix qu'aucune fête, aucun éléphant et aucune potion magique n'avaient pu lui offrir. Ces 40 acres de terre enchantée se préparent à écrire un nouveau chapitre, plus calme, plus rangé. Certaines histoires n'ont pas de fin réelle. Elles marquent simplement une pause, attendant que le prochain rêveur vienne ajouter sa propre couche de peinture sur les péchés du passé. L'épopée de Briarcliff a commencé par la rage d'un fils inquiet, cherchant désespérément à prouver qu'il était digne du nom de son père. Elle s'est poursuivie à travers des décennies de transformations monstrueuses et de négligence criminelle. Alors que les ouvriers s'activent aujourd'hui pour restaurer cette grandeur fanée, la demeure entre dans une ère que Buddy lui-même n'aurait pu concevoir dans ses délires les plus sombres. Les éléphants se sont évaporés, l'orgue s'est tu, les spectacles de magie ont pris fin dans un éclair de sang. Mais les murs sont toujours là, et à l'intérieur de ces derniers, les échos de tout ce qui a été vécu continuent de résonner comme un acouphène historique. C'est là que réside le véritable pouvoir d'un lieu comme Briarcliff. Il garde ses histoires serrées contre son cœur de pierre, ne les libérant que très lentement pour ceux qui ont la patience et le courage d'écouter le murmure des courants d'air. Si jamais vos pas vous mènent à Atlanta, et que vous conduisez sur la route qui porte encore le nom de ce manoir, levez les yeux vers la colline. Regardez ces tours qui percent les arbres. Pensez au fils du pharmacien qui a bâti un empire de rêves de sucre en ce lieu. Pensez aux éléphants dont les noms résonnaient comme des slogans publicitaires. Pensez aux magiciens, aux meurtres, aux fêtes qui ne finissèrent jamais et aux patients qui ne sortaient jamais. Pensez à toutes les vies que ce bâtiment a digérées. Sachez que Briarcliff, après toutes ces années, est toujours debout, toujours en attente, prête à révéler ses secrets les plus vils à quiconque osera franchir ses portes et écouter ce que les murs ont à confesser. Tel est le véritable héritage d'Asa Candler Jr. Ce n'est pas ce circuit automobile devenu l'aéroport le plus fréquenté du monde, ni les transactions immobilières qui ont dessiné les contours d'Atlanta. C'est ce manoir, ce rêve impossible pétrifié dans la pierre et le bois, qui a refusé de mourir alors même que tout le monde avait oublié pourquoi il avait été construit. Briarcliff perdure, car le sucre finit toujours par attirer les prédateurs de l'ombre. Si cette plongée dans les entrailles de la fortune Candler a ébranlé vos certitudes, si elle vous a montré que les palais les plus magnifiques sont souvent les prisons les plus cruelles, aidez-nous à continuer de déchirer le voile. Votre attention est le seul remède contre l'oubli des empires tombés. Dites-nous maintenant, pensez-vous que Buddy Candler a enfin trouvé ce qu'il cherchait dans le silence de son mausolée? Ou a-t-il passé sa vie entière à poursuivre une illusion qui s'évaporait à chaque fois qu'il croyait la saisir? Les palais que nous construisons peuvent-ils vraiment nous rendre dignes? Ou ne font-ils que mettre en lumière l'abîme de nos insécurités? Votre avis nous intéresse. Restez avec nous pour le prochain voyage au cœur des demeures qui gardent les secrets que les hommes n'osent plus nommer.